Quel débouché avec la psychologie sociale? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on a un diplôme en psychologie sociale? On l'a vu dans la précédente vidéo, la psychologie sociale, c'est un domaine assez vaste et les étudiants s'y perdent un peu et parfois ils ont du mal à voir ce qu'on peut faire concrètement avec cette discipline. Dans cette vidéo, on va répondre à 4 questions. Quel nom portent les métiers qu'on peut faire avec un diplôme en psychologie sociale? Où est-ce qu'on peut l'exercer ce métier? Quels sont les domaines d'application? Et enfin, concrètement, qu'est-ce que je peux faire sur le terrain? Je m'appelle Thibaut, je suis psychologue social et dans cette vidéo, je vais donner des éléments de réponse à ces questions pour que tu puisses t'y retrouver un peu mieux. Prends un papier, un crayon, on commence la séance. Bon déjà, pour rappel, la psychologie sociale étudie la façon dont on perçoit la réalité et comment on se comporte par rapport à cette perception qu'on a. On prend en compte l'influence qu'ont les autres, les groupes, la société sur la construction de cette réalité subjective. Il existe 3 niveaux d'intervention en psychologie sociale. Le premier niveau, un état des lieux, c'est-à-dire comment pensent et agissent les individus. Donc on va faire des études qualitatives ou quantitatives avec des méthodes comme l'observation, l'entretien, les questionnaires, etc. Le deuxième niveau, c'est un niveau d'explication, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens pensent et agissent ainsi. On va utiliser donc les mêmes méthodes qualitatives ou quantitatives qu'on peut utiliser pour juste comprendre ce qui se passe. Le troisième niveau, c'est un niveau d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer cet état de fait, c'est-à-dire ce qu'on a pu observer dans les 2 niveaux précédents. Donc on va construire et mettre en place des programmes et des projets et ensuite on va suivre leurs résultats et leur évolution pour pouvoir ajuster si nécessaire pour inciter les personnes à changer donc leur pensée ou leur comportement. Typiquement dans des cas de discrimination ou alors dans la prise de risque en santé qu'on chercherait à diminuer, etc. Les 3 niveaux peuvent se retrouver dans chacun des exemples que je vais donner plus tard. Bon, avec un diplôme de psychologue social, on ne va pas forcément avoir un poste qui va s'appeler psychologue social. Donc on va se retrouver dans d'autres métiers. Donc comment s'appellent ces métiers? Donc il y a d'abord le chercheur ou un chargé d'études qui va mener des recherches, par exemple dans un laboratoire de recherche ou alors dans un bureau d'études. En général, pour ce métier, on va plutôt faire un doctorat et donc poursuivre les études après le master pour avoir un bac+8. On peut ensuite être formateur, donc dans un centre de formation, dans une association ou même en tant qu'indépendant. Mais ça peut aussi être une des missions que l'on a sur les autres métiers dont je vais parler après. Tout comme par exemple, il y avait l'enseignant-chercheur qui fait donc de la recherche, mais aussi de la formation puisqu'il fait de l'enseignement. On peut ensuite être consultant, donc soit en indépendant, donc seul, soit dans un cabinet conseil. Ensuite, on peut être chef de projet ou chargé de mission dans une structure cette fois. Donc il peut être amené à faire à peu près la même chose que le consultant, sauf que le consultant il est externe à la structure, alors que le chargé de mission ou le chef de projet il est interne. Alors la différence entre chef de projet et chargé de mission, c'est qu'une mission peut comporter plusieurs projets en fait. Typiquement, ce qu'on retrouve un peu partout, c'est un chargé de mission égalité-diversité. Donc pour mettre en place l'égalité et la diversité dans un lieu donné, on peut mettre en place différents projets qui vont donc être contenus dans cette grande mission. Et enfin, on peut tout simplement être psychologue. Par exemple, psychologue du travail, psychologue social de la santé, tout simplement psychologue pour faire de l'accompagnement principalement, mais pas seulement. Donc ça, ce sont les 5 grandes catégories de métiers auxquelles vous allez pouvoir postuler avec vos compétences de psychologue social. Alors, où est-ce que vous pouvez exercer et mettre en pratique ces compétences? Eh bien, un peu partout. Dans les associations, dans les entreprises, dans les collectivités, par exemple dans les mairies, dans les métropoles, à la région, etc. Il y a aussi, comme j'en ai parlé, le cabinet conseil, donc qui peut être soit orienté entreprise ou alors collectivité, voire les deux. On peut aussi travailler dans une institution, c'est-à-dire à l'armée, ou alors dans le système scolaire, ou encore dans les hôpitaux. Et enfin, on peut être indépendant, donc en libéral. Alors, dans quel grand domaine est-ce qu'on peut exercer maintenant qu'on a ces métiers et les lieux dans lesquels on peut les exercer? Donc d'abord, il y a la santé, donc on va être psychologue social de la santé. Ensuite, il y a les questions d'éducation. Donc dans éducation, je mets éducation parentale, mais aussi éducation scolaire. Il y a bien évidemment le monde du travail avec le côté psychologue du travail. Il y a les politiques publiques, donc au sein des collectivités, ou en tout cas travailler pour les collectivités.
Il y a toutes les questions d'environnement, donc de développement durable, de transition écologique. Ça, je vais l'inclure dans les politiques publiques. Ensuite, il y a le monde du marketing, mais aussi tout ce qui est numérique, univers numérique. Il y a aussi le monde judiciaire, l'urbanisme ou encore les transports. Et enfin, il y a la communication, mais ça, c'est plutôt un outil que va utiliser le psychologue, donc c'est plutôt quelque chose de transversal à tous les domaines dont je viens de parler. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans chacun des domaines dont je viens de parler? Donc, je vais donner des exemples, mais évidemment, ce n'est pas toutes les possibilités, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais quand même donner une liste assez exhaustive des possibilités. Bon, on va commencer par la santé. Déjà, il y a toute l'utilisation de la psychologie sociale en thérapie, dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Il y a notamment dans les hôpitaux l'amélioration du parcours de soins, c'est-à-dire la prise en charge des patients. Il y a tout ce qui va concerner la prévention du risque et la sensibilisation du public, par exemple tout ce qui concerne la sexualité et donc les IST, tout ce qui concerne la prise de risque avec aussi toutes les dépendances comme l'alcool, la sécurité routière, les violences conjugales et enfin aussi la question du suicide. Donc pour ça, on va mettre en place des campagnes de communication mais aussi des programmes de suivi des personnes. Il y a tout ce qui concerne aussi la question de l'autonomie, donc par exemple dans les EHPAD, mais aussi le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, c'est-à-dire comment le système est mis en place, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Encore, il y a la question de la maladie, comment la maladie vient redéfinir notre identité. Et il y a aussi donc, tout ce qui est ETP, donc éducation thérapeutique du patient, dans lesquels on aide le patient à gérer la maladie, à pouvoir s'occuper de lui au quotidien et justement à pouvoir continuer à vivre. Encore sur la question de la sensibilisation du grand public, on peut les sensibiliser à tout ce qui concerne la santé mentale, avec par exemple les troubles psychologiques, mais aussi tout ce qui peut découler d'un handicap, etc. On a aussi la représentation des espaces, comment une personne se sent à l'hôpital, comment on peut modifier l'espace pour qu'elle se sente mieux, donc hôpital ou alors cabinet médical, etc. Et aussi, il y a la question de l'environnement social dans lequel se trouve une personne et comment ça impacte sa santé mentale. Donc, environnement social, donc j'entends famille, école, travail, même la ville dans laquelle on se trouve, le quartier, etc. Pour la question de l'éducation parentale, souvent on pense tout de suite à tout ce qui est éducation genrée. Une fille doit être ça, elle doit faire comme ça, un garçon ça doit faire ça doit pas faire ça, etc. Donc, comment sensibiliser le public à ça et comment amener à des changements si c'est nécessaire. Au sein de la famille, donc, il y a aussi tout ce qui est question de violence conjugale et parentale donc, sur l'enfant. Ce qui découle sur le sujet des familles d'accueil, des foyers, de l'impact que ça a sur l'identité de l'enfant et de l'adolescent, donc peut-être des risques qu'il va prendre derrière. Il y a la place de la parole et des souhaits de l'enfant, à quel point l'enfant est écouté, est-ce que l'éducation est stricte, est-ce qu'on va le pousser toujours à la performance, à être meilleur, quitte à le pousser à bout, est-ce que plus tard on le retrouve justement chez un psychologue parce qu'il cherche la performance et ça le dépasse, et il est perfectionniste, etc. Donc il y a ça dans l'éducation justement sur lequel on peut travailler, des programmes qu'on peut mettre en place de sensibilisation, d'accompagnement, etc. Les questions LGBT+, au sein de la famille, est-ce qu'elles sont acceptées ou non? Il y a des personnes qui sont rejetées du foyer familial et du coup se retrouvent un peu perdues. Il peut même y avoir ensuite des extrêmes, ça peut aller jusqu'au suicide quand on est rejeté par sa famille. Donc il y a vraiment un travail à faire aussi sur ce sujet. Il y a la question qu'on retrouve de plus en plus de l'interculturalité. Donc par exemple, soit les deux parents sont d'une culture différente, donc comment ça impacte l'enfant et son évolution, ou alors tout simplement la famille a une culture qui vient d'un autre pays et donc elle est dans un pays qu'on pourrait dire d'accueil qui a donc une seconde culture, comment l'enfant jongle avec les deux, est-ce qu'il s'y retrouve, etc. À l'adolescence, il y a l'influence des pères qui prend plus de place, donc comment l'adolescent arrive à se situer ou est un peu perdu sur la place des parents, des pères, la prise de risque pour pouvoir être accepté, etc. Donc comment on peut aider les parents à passer cette phase, à aider l'adolescent à passer cette phase. Et enfin, il y a de plus en plus la question de la place du numérique dans l'éducation et la sociabilisation de l'enfant. Concernant l'éducation scolaire, donc il y a toute la question du harcèlement scolaire et avec ça donc la question de la mixité sociale, comment elle est encadrée par le corps enseignant et comment elle est accueillie par les élèves. Pour ce qui est de l'école même et des pédagogies, donc il y a la question de l'évolution des pédagogies. Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles restent ancrées sur des façons de faire passer du coup qui ne correspondraient plus à l'évolution de la société? Et il y a évidemment la question
du genre et du coup du couloir de verre, qu'on amène les garçons d'une certaine catégorie sociale plus vers tel domaine d'études et les filles plus vers tel autre domaine d'études. En parlant des filles, on a beaucoup la question de la menace du stéréotype qui va impacter les performances. Typiquement en mathématiques, tu es une fille, donc tu vas moins réussir en maths. Et ça tourne dans la tête et du coup, effectivement, on peut en venir à confirmer la crainte que l'on a. Donc ça fait écho aux prophéties autoréalisatrices et on les retrouve chez les enseignants aussi. À partir du moment où ils se font une idée d'un étudiant, ils vont agir de telle façon que ça va confirmer ce comportement. C'est-à-dire ils vont peut-être plus ou moins s'appliquer chez un élève ou chez un étudiant qu'ils perçoivent déjà comme pouvant réussir ou alors étant en retard et du coup je ne vais pas trop m'attarder dessus. Enfin, on peut aussi devenir psychologue scolaire. Donc, une fois qu'on a passé nos 5 années d'études, on peut passer un concours et avec 1 an de formation stage, devenir psychologue scolaire et du coup faire de l'accompagnement plus individuel des étudiants et des élèves. Dans l'univers du travail, donc quand on arrive dans le travail, il y a forcément la question du recrutement et des discriminations au recrutement. Donc discrimination par rapport au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, donc toutes les questions LGBT aussi qui vont avec, mais aussi la couleur de peau, etc. Donc avec ça, on a souvent dans les grandes structures une mission égalité et diversité, donc qui va permettre à chacun, quelle que soit sa différence, de trouver sa place dans la structure, de ne pas ressentir de discrimination. Donc il peut y avoir aussi des questions d'ergonomie tout simplement pour les personnes en situation de handicap, pour adapter le poste, des questions de formation pour sensibiliser les collaborateurs, mais aussi surtout les modèles mis en avant pour chaque métier par l'entreprise pour donner envie aux futurs travailleurs du coup de faire ce métier. C'est-à-dire par exemple si en ingénieur on montre surtout des hommes de bonne famille et pas trop des femmes qui viennent d'un milieu précaire, et ben, effectivement elles ne vont pas pouvoir s'identifier et se dire bah je peux le faire parce qu'elle elle l'a fait. Donc l'importance des modèles mis en avant par les entreprises pour représenter un métier. Quand on parle monde du travail, on pense tout de suite aux risques psychosociaux et là il y a beaucoup à faire. Et avec, on peut aussi trouver la question du management, de la gestion de la dynamique de groupe. On retrouve aussi beaucoup la notion de l'accompagnement au changement, donc ça peut être un changement technique, organisationnel, etc. Il y a évidemment la question du burn-out qui est lié aux risques psychosociaux dont j'ai parlé. Encore une fois, il y a la question des espaces, de ce qu'ils renvoient, des besoins des travailleurs. Par exemple, un espace debout, donc un espace open space, des endroits où on peut être un peu plus seul dans un bureau, selon les besoins qu'on a sur le moment. Il y a tout simplement, lorsque l'entreprise veut lancer un projet, le recueil et la clarification des besoins des personnes qui vont donc être l'objet du projet. Et une fois qu'on a délivré un service et un outil, comment il va être accepté par le public, quelles sont les modifications qu'il faudra faire en amont pour justement améliorer cette acceptabilité. Au niveau des politiques publiques, si je commence par toutes les questions d'environnement, de transition écologique, on a donc tout ce qui concerne l'habitat, l'utilisation des transports doux, donc comment sensibiliser les gens à les utiliser, mais aussi comment aider les collectivités à mettre en place des outils dont auraient besoin les personnes pour pouvoir justement avoir envie d'utiliser ces transports. Il y a la question de la réduction des déchets ménagers et des entreprises. Et enfin, la consommation, consommation électrique, énergétique, mais aussi consommation dans un sens large, puisqu'on est dans une société de consommation qui va justement ne pas aider à cette transition, puisqu'on va consommer de plus en plus et donc produire de plus en plus de déchets. Il y a les questions de harcèlement de rue, de discrimination, donc tant dans l'espace public que aussi dans les institutions, les fonctionnaires, entre fonctionnaires aussi, parce que politique publique, ça prend aussi en compte donc les personnes qui travaillent dans ces institutions. Et donc on retrouve pour les politiques publiques, en tout cas pour les collectivités, tous les besoins dont on a pu parler dans le monde du travail. On revient encore à la question de l'interculturalité et de la mixité sociale dans les espaces publics, mais aussi donc dans un quartier, comment est-ce qu'on permet cette mixité? Il y a aussi donc la question du parc privé, du parc public, avec des immeubles qui parfois sont complètement différents, donc rien que visuellement on voit une différence, ce qui ne donne pas envie de se sentir inclus du coup dans le quartier. Il y a les questions de sécurité et de prévention de l'indélinquance.
l'accès à l'éducation pour tous au milieu de la santé. Donc accès, on parle de ce qui est mis en place, les aides, etc. Mais aussi accès urbain. Donc je reviendrai dessus quand je parlerai de l'urbanisme. Mais effectivement, il faut que tout le monde puisse accéder aux bâtiments des services publics. Il y a la question de plus en plus de la transition numérique avec la fracture numérique, c'est-à-dire avec certaines personnes qui n'ont pas accès au système numérique ou en tout cas aussi qui ne savent pas s'en servir. Donc je pense par exemple aux seniors. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça, on retrouve ça dans les associations par exemple. Comment on peut accompagner les seniors pour pouvoir faire leurs démarches en ligne parce que maintenant même les impôts se font en ligne. On l'oublie souvent, mais il y a aussi le monde agricole, comment les gens se représentent le monde agricole et du coup aussi comment on peut leur donner envie de travailler dans ce monde agricole. Il y a aussi donc la question de l'isolement de ces personnes qui travaillent dans le milieu, l'isolement social. Donc il y a toute la mise en place d'une question d'attractivité du milieu, d'aide aussi, de redorer un peu ce métier et ce milieu. Et enfin, il y a aussi les questions de favoriser les interactions intergénérationnelles, donc par exemple entre les jeunes et les plus vieux, puisque maintenant, en plus, comme je l'ai dit, avec la fracture numérique, de plus en plus, ils sont dans deux mondes différents. Avec les jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux, etc. Et c'est un milieu qui n'est pas très connu des seniors. Donc par exemple, ça peut être aussi un moyen de les réunir, où les premiers enseignent aux seconds comment ça marche, etc. Dans le marketing, donc il y a le marketing en général, mais dans le marketing, il y a aussi le marketing public, c'est-à-dire qui rejoint tout ce qui est politique publique et collectivité, c'est-à-dire tout ce qui est fait, toutes les campagnes, toutes les communications qu'on peut mettre en place pour aider les politiques publiques justement à se mettre en place, à favoriser des comportements chez les citoyens, etc. Donc dans le marketing, typiquement, on va faire une typologie des usagers ou des clients, c'est-à-dire qu'on va les classer dans des profils pour pouvoir adapter la communication et les produits à chaque type de client. Il y a toutes les questions des influenceurs sur les réseaux ou alors des célébrités qui vont faire office de modèle pour des groupes de référence pour tel ou tel groupe. Donc ça va être utilisé en marketing pour pouvoir vendre un produit. Et enfin, quelque chose qui est très utilisé, c'est les biais cognitifs pour pouvoir donner envie d'acheter un produit. Donc dans une campagne de publicité, quels biais cognitifs sont plus à même d'attirer le client pour acheter le produit ou le service qu'on propose. Dans le numérique, évidemment, on retrouve toutes les questions de cybersécurité et de protection des données, aussi toutes les questions de harcèlement, de haters, avec la question de l'anonymat, puisque on sait que plus on est anonyme dans un endroit, plus on se permet des comportements antisociaux. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, surtout chez les adolescents, dans la construction de l'identité. Donc là, il y a beaucoup à faire aussi sur les modèles qui sont mis en avant où chacun va s'identifier, des modèles très souvent retouchés. Donc l'impact que ça a sur l'estime de soi, sur l'identité que l'on veut atteindre, mais aussi tout simplement sur la santé mentale. Certaines personnes peuvent arriver à de grosses dépressions à cause des réseaux sociaux. Il y a évidemment, ça existe depuis longtemps, mais la question des rumeurs et de la théorie du complot, mais là c'est beaucoup plus effervescent avec Internet. Donc avec ça, toujours les réseaux sociaux, il y a la question du relais d'information, donc vérifier les sources, mais aussi d'un côté positif, les réseaux sociaux vont parfois plus vite que les médias ou que les institutions. Par exemple, s'il y a un problème, une catastrophe naturelle ou quelque chose à tel endroit, avec les réseaux sociaux, ça va très très vite pour demander du secours, etc. Donc comment on peut utiliser aussi les réseaux sociaux de façon avantageuse pour la société? On a la question de l'agenda des médias, c'est-à-dire que les médias mettent en avant certains sujets et ce sont ces sujets auxquels vont penser les personnes puisque c'est ceux qui sont mis en avant. Donc justement, comment les médias viennent influencer les choses auxquelles on pense et au contraire les choses auxquelles on ne pense pas. Donc on est dans le numérique et comme j'en ai parlé pour les politiques publiques, il y a la question de la fracture numérique, notamment pour les seniors qui doivent faire leurs démarches en ligne et qui ne savent pas forcément comment faire. Donc quel projet, quel programme on peut mettre en place pour les accompagner, pour les former, etc. Et enfin, qui dit numérique dit outils, donc téléphone, ordinateur, etc., mais aussi application. Et quand on veut mettre en place un nouvel outil, une nouvelle application, il faut la tester avant. Et toute cette période de test, d'acceptabilité donc de l'outil, ça c'est aussi quelque chose que peut faire le psychologue. Dans le monde judiciaire aussi, le psychologue social peut intervenir, notamment sur les questions de réinsertion sociale et professionnelle d'anciens détenus.
Bon, déjà en accompagnant ces détenus, mais aussi en sensibilisant plus la population, justement pour éviter la stigmatisation de ces personnes, qu'elles ne restent pas avec l'étiquette ancien détenu et du coup ne soient pas aidées dans leur réinsertion sociale. Au sein du milieu carcéral, on peut aussi faire des campagnes de sensibilisation sur tout ce qui est question de violence, violence conjugale, violence harcèlement de rue, etc. Toutes les raisons aussi pour lesquelles ces personnes peuvent être là, mais justement le lien qu'il y a entre ça et la quête d'identité. Encore dans le milieu carcéral, donc en prison, on est dans un isolement quand même social, même si on voit des personnes, d'autres prisonniers, mais il y a quand même un isolement social assez fort et donc les conséquences que ça a sur la santé mentale. Comment les interactions qu'on a dans le milieu carcéral viennent redéfinir notre identité et justement en comparaison, si on vient pour un petit délit, on voit une personne avec un plus gros délit, on va se dire bah, je vaux peut-être pas mieux qu'elle et du coup ça peut amener à avoir une image négative de soi et un à quoi bon alors autant continuer. Donc l'image que l'on a de soi va conditionner les comportements qu'on aura peut-être à la sortie qui seront différents. Donc comment on peut accompagner les prisonniers justement pour garder une bonne estime d'eux-mêmes et les aider à la réinsertion qu'il y aura après. Maintenant, dans le cas des procès, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Par exemple, dans les témoignages, il y a beaucoup de faux souvenirs qui sont faits, malgré eux, malgré les témoins, justement à cause de la pression qu'il y a au sein du tribunal. Il y a aussi pour la délibération du jury des questions de conformisme, d'effet de halo par rapport à la personne jugée coupable. C'est-à-dire on voit un trait, on voit une chose d'elle et du coup on va se dire bah, il y a ça aussi qui va avec. Et lutter contre les stéréotypes qui peuvent aussi amener à avoir un jugement plus défavorable envers tel type de personne plutôt qu'une autre. Dans l'urbanisme aussi, le psychologue social a sa place, notamment dans la façon dont les personnes se représentent un espace dans la ville ou à la campagne, et justement quel public ça attire, quel public justement ça n'attire pas et on voudrait attirer, et du coup comment on peut réhabiliter cet espace pour y changer les comportements ou alors y faire venir un nouveau public. On va donc notamment travailler sur la question du recueil et de la clarification des besoins des usagers de ces espaces. Il y a la question du sentiment de sécurité aussi dans l'espace public. Qui se sent en sécurité, qui se sent en insécurité, pourquoi, comment on peut changer ça? Et enfin, comme je l'ai un peu évoqué, il y a la question d'accessibilité, donc pour les poussettes, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Où est-ce qu'elles peuvent se rendre, où est-ce qu'elles peuvent plus difficilement se rendre, et du coup, comment ça joue aussi sur une certaine discrimination. Et pour finir, il y a le domaine des transports. Là, on retrouve, comme pour l'urbanisme, la question des espaces. Comment les personnes se représentent les espaces, est-ce que ça leur donne envie d'y aller, de les utiliser et quels sont les comportements qu'ils ont dans ces espaces et comment, si besoin, changer ces comportements. Par exemple, un arrêt de bus, est-ce que l'arrêt de bus me donne envie, est-ce que ça me donne envie de prendre le bus est-ce qu'il est coloré, etc. Mais aussi au sein d'une gare, par exemple, quels espaces sont utilisés pour quelles pratiques. Si on voudrait mettre en place un espace de repos, qui ça va attirer, comment faire pour attirer tous les publics. Voilà, tout ça, ça peut se travailler avec la psychologie sociale. Donc on est un peu sur une idée de campagne de séduction aussi, par exemple pour les transports doux, comment faire pour attirer de nouveaux usagers, pour leur donner envie d'utiliser ces transports au lieu de la voiture. Dans les transports et les lieux d'attente des transports, il y a toutes les questions d'incivilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces incivilités? Dans les transports aussi, tout simplement, ceux qui ont pris le bus connaissent comment faire pour que les gens arrêtent de s'entasser au début alors qu'il y a plein de place au fond du bus. Donc, on est aussi sur la psychologie sociale, c'est-à-dire comment on peut amener les gens à avoir un comportement différent. Donc, pour conclure, quels sont les débouchés avec un diplôme en psychologie sociale? Eh bien, il y en a vraiment beaucoup. Même si la discipline est encore peu connue, elle a beaucoup à offrir et justement comme il y a de plus en plus de psychologues sociaux, qu'on en parle de plus en plus de cette discipline, les entreprises, les collectivités justement commencent à embaucher donc des psychologues sociaux pour faire justement tout ce dont j'ai parlé. Donc il y a vraiment une place à prendre dans ce métier, dans cette discipline. Et si jamais vous avez encore des questions, il y a des associations de psychologie sociale dans les grandes villes notamment. Et surtout, vraiment, si vous avez encore besoin d'autres idées d'application de la psychologie sociale, vous pouvez aller regarder sur LinkedIn, taper psychologue social sur LinkedIn et vous regardez donc du coup ces personnes, dans quoi elles travaillent, qu'est-ce qu'elles font concrètement, ça vous donnera vraiment une idée de ce qui est faisable. Donc on a parlé de
tous les domaines dans lesquels peuvent travailler le psychologue. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des outils principaux qui sont à disposition du psychologue social justement pour travailler sur tous ces sujets. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. N'hésite pas à me suivre aussi sur ma page Instagram. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce en l'air, moi ça me fait plaisir. Et si tu veux suivre les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. On se dit à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!